Au 19e siècle, le pétrole a fait la fortune de Rockefeller. Au 20e siècle, l'automobile a fait celle de Ford. Et au 21e siècle, Internet a fait celle de Jeff Bezos, Larry Page et Mark Zuckerberg. À chaque grande révolution technologique, le même phénomène se répète. Des innovations apparaissent et des progrès immenses transforment le monde. Mais ces révolutions produisent aussi un autre effet. Elles font apparaître de nouvelles richesses qui ne se répartissent jamais au hasard. Et aujourd'hui, une nouvelle révolution a déjà commencé. L'intelligence artificielle. À l'heure où elle devient peu à peu l'infrastructure de toute l'économie, finance, santé, défense, éducation, industrie, on estime qu'elle pourrait ajouter plus de 4000 milliards de dollars à l'économie mondiale chaque année. Alors, une question se pose. Qui va capter cette richesse? C'est ce que nous allons analyser dans la vidéo d'aujourd'hui. Fin du 19e siècle, l'Amérique entre dans la seconde révolution industrielle. Les villes s'illuminent grâce à l'électricité. Le pétrole remplace l'huile de baleine, l'acier permet de bâtir des ponts, des gratte-ciel et des chemins de fer. C'est dans ce contexte qu'en 1870, John D. Rockefeller fonde Standard Oil. 20 ans plus tard, l'entreprise contrôle 90% du raffinage du pétrole aux États-Unis, un quasi-monopole. Et à sa mort en 1937, la fortune de Rockefeller est estimée à 900 millions de dollars, ce qui représente 2% du PIB américain de l'époque. Rapporté à l'économie actuelle des États-Unis, cela équivaudrait à plus de 500 milliards de dollars, ce qui fait probablement de lui l'homme le plus riche de l'histoire moderne. Et on a pu observer la même dynamique dans l'acier. En 1901, la société d'acier d'Andrew Carnegie devient US Steel, la première entreprise de l'histoire à valoriser plus d'1 milliard de dollars. 1 milliard en 1901, cela représenterait plus de 1300 milliards aujourd'hui. Les grandes ruptures technologiques produisent souvent ce type de phénomène. Des entreprises d'une taille et d'une puissance inédite. Et Internet n'a pas échappé à cette logique. En 1995, Amazon entre en bourse. 20 ans plus tard, l'entreprise dépasse les 1500 milliards de dollars de capitalisation. Google devient la principale porte d'entrée d'Internet. Les réseaux sociaux rassemblent des milliards d'utilisateurs. Aujourd'hui, les géants technologiques américains, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla, représentent plus d'un tiers du S&P 500. Qui est l'indice boursier représentant les 500 plus grandes capitalisations américaines. 7 entreprises sur 500. Un niveau de concentration que l'on n'avait plus vu depuis un siècle. Les grandes révolutions technologiques ont souvent ce double effet. D'un côté, des gains de productivité immenses, du progrès technique, une amélioration du niveau de vie. De l'autre, l'émergence d'acteurs économiques d'une puissance exceptionnelle. Une manière simple d'y être exposé consiste à investir dans les grands indices qui regroupent ces entreprises, comme le S&P 500, le Nasdaq ou le MSCI World. C'est justement ce que permet Loop Infinity, qui donne accès aux ETF des plus grands indices mondiaux et qui vous permettent donc d'investir dans les secteurs des grandes entreprises technologiques. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en description. L'intelligence artificielle pourrait pousser cette logique de concentration encore plus loin. D'abord, parce que les barrières à l'entrée sont gigantesques. Pour construire une intelligence artificielle de pointe, il faut réunir 3 choses extrêmement rares. Des montagnes de données, une puissance de calcul démentielle et surtout des chercheurs capables de faire fonctionner tout ça. Commençons par la donnée. Un modèle d'IA ne tombe pas du ciel, il faut l'entraîner. Et pour l'entraîner, il faut des volumes de données absolument colossaux. Des milliards de textes, des millions d'heures de vidéos, des milliards d'images. Et qui possède ces données ? Quelques plateformes comme Google qui indexent l'essentiel du web mondial. Meta détient les données sociales de plus de 3 milliards d'utilisateurs. Ou Amazon qui capte les comportements d'achat de centaines de millions de clients. Ces entreprises ne possèdent pas seulement des utilisateurs. Elles possèdent leurs comportements et leurs habitudes. Or, en intelligence artificielle, la donnée, c'est le carburant. Et sans carburant, le moteur n'avance pas. Et plus un modèle devient sophistiqué, plus il exige des données de qualité. Conséquence, les entreprises qui possèdent déjà ces données partent forcément avec une avance considérable. Mais la donnée n'est qu'une partie du défi. L'autre obstacle majeur pour construire ces systèmes, c'est la puissance de calcul, le hardware. En 1995, 2 étudiants pouvaient lancer un site depuis un dortoir. Aujourd'hui, entraîner les modèles d'IA les plus puissants au monde coûte une véritable fortune. Par exemple, l'entraînement de GPT-4 aurait nécessité, selon certaines estimations, plus de 100 millions de dollars en puissance de calcul. Et cette course à la puissance de calcul a fait émerger un acteur central, Nvidia. Les GPU de l'entreprise sont devenus le cœur de l'infrastructure mondiale de l'intelligence artificielle. Son chiffre d'affaires explose. En 2025, Nvidia dépasse 4000 milliards de dollars de capitalisation. Mais ces puces ne fonctionnent pas seules. Elles doivent être installées dans d'immenses data centers. En 2024, Microsoft annonce par exemple plus de 50 milliards de dollars d'investissement annuel dans ces infrastructures. À ce niveau, on ne parle plus d'un petit garage.
On parle de bâtiments entiers remplis de milliers de processeurs spécialisés qui font tourner les modèles d'intelligence artificielle jour et nuit. Certains consomment autant d'électricité qu'une ville de 50 000 habitants. Construire ce type d'infrastructure coûte des fortunes. La barrière à l'entrée ne se chiffre plus en millions comme pour Internet, elle se chiffre en dizaines de milliards. Il reste une troisième ressource indispensable, les ingénieurs capables de construire ces modèles. En effet, l'IA de pointe repose sur une poignée de chercheurs parmi les plus brillants au monde. Et ces chercheurs travaillent presque tous pour les mêmes entreprises. OpenAI, Google, Meta, Anthropic. Alors, pourquoi ces chercheurs vont-ils là-bas? Eh bien, simplement parce que ces entreprises leur offrent ce qu'aucune université ne peut offrir. Des salaires qui peuvent facilement dépasser plusieurs millions par an, des moyens de recherche presque illimités et surtout, l'accès aux ordinateurs les plus puissants du monde. Vous l'auriez compris, la barrière à l'entrée dans l'intelligence artificielle est énorme. Et pour répondre à ces exigences, eh bien, les entreprises doivent devenir de plus en plus grosses. Le capital se concentre entre les mains de quelques acteurs. Mais ces barrières à l'entrée n'expliquent pas tout. Le vrai moteur de cette concentration est ailleurs. Elle tient à une règle économique très particulière. Construire ces systèmes coûte extrêmement cher. Mais une fois qu'ils existent, les utiliser coûte beaucoup moins. En économie, c'est ce qu'on appelle les rendements exponentiels. Quand une technologie devient une infrastructure, les coûts fixes deviennent gigantesques, tandis que le coût pour servir un utilisateur supplémentaire devient relativement faible. C'est comme construire une centrale électrique. La construire coûte des milliards, mais une fois en fonctionnement, elle peut alimenter des millions de foyers. L'intelligence artificielle fonctionne exactement de la même manière. Une entreprise d'IA doit investir des dizaines de milliards pour entraîner un modèle de pointe, des data centers gigantesques, des équipes de chercheurs payées plusieurs millions par an, mais une fois le modèle entraîné, le coût pour servir un utilisateur supplémentaire devient relativement faible comparé à ses investissements initiaux. Il dépend notamment de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les GPU dans les data centers. À tel point que pour les acteurs du secteur, l'accès à l'énergie devient désormais un avantage stratégique aussi important que l'accès aux données ou aux puces. Dans certains cas aujourd'hui, certaines entreprises reconnaissent même vendre certains services d'IA à perte pour accélérer leur adoption. Et dans ce type d'économie, l'acteur qui atteint la plus grande échelle prend souvent une avance extrêmement difficile à rattraper. Et lorsque ces modèles sont intégrés dans des outils déjà utilisés par des centaines de millions de personnes, comme Office ou Google Workspace, chaque nouvel utilisateur peut générer du revenu supplémentaire avec peu de coûts additionnels. C'est comme ça que certains services logiciels atteignent des marges pouvant dépasser 70%. Et c'est pour cela que les marchés valorisent ces entreprises à des niveaux extrêmement élevés. Alors, dans ce type d'économie, les acteurs qui atteignent l'échelle dominante, l'échelle critique, peuvent capter une part immense de la valeur. Bon, et puis il y a aussi une troisième force déjà à l'œuvre dans nos économies. Depuis plusieurs décennies, la richesse se déplace progressivement du travail vers le capital. Et l'IA pourrait bien accélérer ce phénomène. Depuis 30 ans, une transformation profonde traverse les économies développées. La part du revenu national qui rémunère le travail diminue, tandis que la part qui rémunère le capital augmente. Dans les années 1970, aux États-Unis, environ 65% de la richesse produite chaque année allait au travail. Salaire, rémunération, revenus des ménages. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 58%, soit 7 points d'écart. Ça peut sembler abstrait, mais sur une économie de 27 000 milliards de dollars, chaque point représente environ 270 milliards. 7 points représentent très près de 2000 milliards de dollars déplacés. Ce mouvement a commencé avec la mondialisation et s'est accéléré avec le numérique. Ce déplacement s'explique en grande partie par la nature même des technologies numériques. Un logiciel peut être utilisé par des millions de personnes sans que l'entreprise ait besoin d'embaucher des millions d'employés. Et l'intelligence artificielle pourrait pousser cette logique encore plus loin. Imaginez une entreprise qui remplace 500 analystes juniors par un système automatisé. La production ne disparaît pas, elle peut même augmenter, mais la masse salariale, elle, diminue. La valeur créée reste dans le système, elle change simplement de destination. Et c'est ça le point central. L'IA ne détruit pas nécessairement la richesse, elle peut en créer énormément. Mais dans les grandes transformations technologiques, le point décisif n'est pas seulement la richesse créée. Le véritable enjeu, c'est qui finit par la posséder. Et si l'on regarde ce qui se passe sur les marchés, certains chiffres sont déjà impressionnants. Depuis 2023, l'intelligence artificielle n'est plus seulement un sujet de laboratoire, elle est devenue un phénomène économique majeur et les chiffres commencent à donner le vertige. Selon McKinsey, l'intelligence artificielle générative pourrait ajouter entre 2600 et 4400 milliards de dollars de valeur à l'économie mondiale chaque année. Pour donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent du PIB d'un pays comme l'Allemagne. Et les marchés financiers ont immédiatement intégré cette perspective. Prenez Nvidia. En 2 ans, les capitalisations boursières de l'entreprise a augmenté de plus de 1700 milliards de dollars, passant d'environ 200 à 2000 milliards. Pourquoi? Parce que Nvidia vend les pelles dans la ruée vers l'or de l'intelligence artificielle.
Pendant que tout le monde se bat pour construire les meilleurs modèles, eh bien Nvidia vend les processeurs indispensables pour les entraîner. Un rôle qui rappelle celui qu'avaient certaines entreprises d'infrastructure lors des grandes révolutions industrielles. Et derrière ces valorisations, il y a surtout une chose que les marchés regardent de très près: la rentabilité. Alors, les grandes entreprises de logiciels affichent déjà des niveaux impressionnants. Je parlais tout à l'heure de Microsoft qui affiche environ 70% de marge brute, Meta dépasse 40% de marge opérationnelle certaines années, et Alphabet tourne autour de 25 à 30%. Ces niveaux sont déjà très élevés comparés à l'industrie traditionnelle. Mais ce qui intéresse aussi les investisseurs aujourd'hui, ce sont les gains de productivité que l'intelligence artificielle commence à permettre. Dans le développement logiciel, par exemple, une étude de GitHub montre que les développeurs utilisant l'assistant de code Copilot peuvent accomplir certaines tâches jusqu'à 55% plus rapidement. Dans le service client, une étude menée par Stanford et le MIT a observé des gains de productivité d'environ 14% en moyenne lorsque les agents utilisent des assistants conversationnels basés sur l'IA. Autrement dit, dans de nombreux métiers, une partie du travail peut désormais être réalisée beaucoup plus rapidement, parfois par un humain assisté par une IA, ou parfois directement par des systèmes automatisés. Les investisseurs voient bien que ce qui se joue ici dépasse largement une simple innovation. L'IA ne touche pas un seul secteur, elle touche pratiquement tous les secteurs à la fois. Et quand une technologie devient l'infrastructure de presque toute l'économie, la manière dont la richesse circule peut changer très vite. Si l'intelligence artificielle augmente fortement la productivité mondiale, qui va capter cette richesse ? Qui va récupérer l'argent? Eh bien, il y a deux scénarios possibles. Le premier scénario, les gains de productivité se diffusent largement, les entreprises deviennent plus efficaces, les prix baissent, les salaires augmentent, la concurrence limite les marges excessives. Dans ce scénario, l'IA agit surtout comme un moteur de croissance. Deuxième scénario, les acteurs qui contrôlent les infrastructures, données, calculs, modèles, captent l'essentiel des gains. La rentabilité se concentre, les marchés financiers amplifient le mouvement, la valeur s'accumule autour d'un nombre limité d'entreprises. Ces deux scénarios ne s'excluent pas forcément. Dans l'histoire économique, ils se succèdent souvent. Par exemple, au 19e siècle, le pétrole s'est d'abord concentré autour de Standard Oil avant d'être démantelé en 1911, ce qui a ouvert la voie à de nouveaux acteurs. Internet a également vu émerger une poignée de plateformes dominantes, mais sur ces infrastructures se sont construites des milliers d'entreprises. Même l'automobile, dominée par quelques grands constructeurs au début du 20e siècle, a ensuite vu apparaître de nouveaux segments, de nouvelles marques, de nouvelles chaînes de valeur. Les grandes innovations commencent souvent par concentrer la richesse. Puis, avec le temps, la concurrence, l'innovation secondaire et parfois la régulation, les cartes se redistribuent partiellement. Pour l'intelligence artificielle, l'issue reste ouverte. Mais plusieurs caractéristiques économiques, les investissements colossaux, les barrières à l'entrée élevées, les effets d'échelle très puissants, laissent penser que la phase de concentration pourrait être particulièrement marquée. À partir de là, l'intelligence artificielle cesse d'être seulement un sujet technologique. Elle devient une question stratégique pour les entreprises et peut-être même pour les États. Car lorsqu'une technologie devient une infrastructure, elle finit toujours par redessiner les rapports de pouvoir. Le chemin de fer a structuré l'économie du 19e siècle. Le pétrole, celle du 20e siècle. Et Internet, lui, a structuré celle du 21e siècle. L'intelligence artificielle pourrait devenir la prochaine infrastructure majeure. Sam Altman, le PDG de OpenAI, estime qu'elle pourrait être plus transformative que l'électricité elle-même. Jensen Huang, PDG de Nvidia, parle d'une nouvelle révolution industrielle. Bien sûr, ces dirigeants ont intérêt à croire en l'ampleur de ce qu'ils bâtissent, mais l'intelligence artificielle touche quelque chose d'encore plus profond. L'intelligence elle-même, la capacité d'analyser, de décider, de créer. Si cette infrastructure devient indispensable à l'économie mondiale, alors ceux qui la contrôlent ne posséderont pas seulement des entreprises, ils contrôleront une partie de la machine qui produit la richesse mondiale. Et dans l'histoire économique, quand richesse, technologie et dépendance se concentrent au même endroit, l'équilibre du pouvoir finit toujours par changer. Le vrai enjeu de cette révolution est là. Pas seulement combien de trillionnaires elle va créer, mais qui tiendra les leviers du monde qui vient. Et vous, comment voyez-vous cette transformation? Pensez-vous que la richesse créée par l'intelligence artificielle va se diffuser dans toute l'économie? Ou au contraire, qu'elle va se concentrer entre quelques géants de la tech, des États ou des nouveaux acteurs qu'on ne voit pas encore? Dites-le moi en commentaire, le débat est ouvert.